Soyez plus autonome, soyez donc plus créatif, travaillez comme une start-up. Qui d'entre vous n'avait jamais entendu ce genre d'invitation ou même d'injonction au boulot ? Si autonomie rime dans nos esprits bien souvent avec liberté, créativité, gestion individuelle du temps de travail, du temps de repos, quelle place réelle est laissée à l'initiative lorsque les salariés croulent sous les demandes et autres feedbacks ou reporting ? Organiser son travail, influer sur les décisions, le mode start-up peut faire rêver, oui, mais est-il toujours si simple de l'appliquer de façon équilibrée pour les entreprises qui veulent rester compétitives dans le monde hybride de demain ? Le premier et principal vecteur de flexibilité sera peut-être d'accorder de l'autonomie aux salariés et de leur en donner les moyens. Oui, mais comment donner justement plus d'autonomie aux salariés ? C'est tout l'enjeu de cette question que nous allons poser à mes trois invités du jour dans cette émission en quête de sens. Et j'ai la joie donc de recevoir Astrid de Ballon. Bonjour Astrid. Bonjour. Ravie de vous recevoir, parlez bien dans votre micro. Vous qui êtes coach spécialisé dans le soutien aux dirigeants et entrepreneurs, vous êtes également experte en fitness neuro-émotionnel. En 2 mots, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En fait, le fitness neuro-émotionnel, c'est une méthode pour se muscler au bien-être, se muscler au bonheur et switcher finalement du stress, de la pression, de la tristesse, de la frustration et de basculer dans des états émotionnels de bien-être. Dans le siècle où l'émotion règne en maître. Malheureusement, heureusement, j'en sais rien, mais aujourd'hui, on parle beaucoup du règne des émotions. Et vous êtes là pour les calmer, nos émotions. En fait, les calmer, non, les comprendre surtout. Et choisir ce qu'on a envie de faire circuler à l'intérieur de nous. On parle de nos états d'âme. Et c'est quoi nos états d'âme ? Ce sont nos émotions, c'est notre âme qui nous parle, en fait. Dans la vie personnelle et dans la vie professionnelle. Et Dieu sait que ça peut aider aussi les dirigeants qui nous écoutent, de plus en plus nombreux, et on les salue d'ailleurs aujourd'hui, les entrepreneurs, les managers et même les salariés qui nous écoutent aussi. Richard Esco, bonjour Richard. Bonjour Marie-Ange. Récidivé, c'est bon signe. Ah, mais je vous adore. Richard Esco, journaliste sportif du journal L'Équipe, dans lequel vous œuvrez toujours aujourd'hui. Vous avez publié plusieurs ouvrages en lien direct avec le rugby, mais aussi des biographies. On peut mentionner évidemment cet ouvrage qui vient de sortir, Côté ouvert, 2016-2023, chronique d'un sacre reporté. Alors oui, j'ai du mal à dire parce que oui, François, le prochain invité va nous en parler. C'est la Coupe du Monde de rugby qui a été une énorme déception, mais heureusement aujourd'hui les Jeux Olympiques sont passés par-dessus. Effectivement, et on remercie le Stade Toulousain aussi. Ah bah la meilleure équipe du monde. Real Madrid du rugby, dit-on. Merci en tout cas d'être là. On peut aussi mentionner cet ouvrage peut-être plus en lien avec notre émission du jour, le Dictionnaire des penseurs, qui l'eût cru. Votre passion numéro 2, le sport et puis la philosophie, Richard Esco, chez Honoré Champion. Absolument. Alors les penseurs ne sont pas tous des philosophes, justement. On peut penser à Pierre de Coubertin, puisqu'on parlait de sport, qui a révolutionné le rugby, ou Guido d'Arezza, le moine italien d'origine française, qui a révolutionné la musique en inscrivant toutes les œuvres musicales sur une portée, ce qui n'existait pas avant lui au XIIe siècle. Et autres découvertes édifiante dans ce livre, merci à vous. Enfin, François Morinière, The Last But Not The Least. Bonjour François. Bonjour Marie-Ange, bonjour les auditeurs. Dirigeant d'entreprise au pluriel que vous êtes, vous connaissez bien dans le monde de la presse, le monde des médias, le marché publicitaire également. Vous allez devenir le président du directoire Bayard dans quelques semaines maintenant. Vous avez été administrateur, on peut le préciser, vous avez été le dirigeant du groupe L'Équipe et également administrateur de l'agence France Presse. Bref, dans tous ces types d'entreprises, que ce soit dans les médias ou dans tout le monde de l'entreprise en général, on sait à quel point aujourd'hui nous nous trouvons, vous ne seriez ni les premiers ni les derniers à le dire, mesdames et messieurs, dans cette émission, nous sommes dans un vrai chantier du monde du travail. On veut plus d'autonomie, on veut de la performance, on veut de la compétitivité, on veut de la douceur, on veut du cocooning. On ne sait plus quoi penser et c'est pour ça que nous avons commencé cette première émission business de l'année par l'autonomie, puisque les chiffres pleuvent de ce côté-là. Nous serions par exemple, nous dit cette récente étude, 59% à accorder plus d'importance à la flexibilité qu'au salaire, 77% à préférer intégrer une entreprise avec la flexibilité de travailler depuis n'importe où plutôt que dans des bureaux prestigieux. Qu'est-ce que ça vous inspire d'abord, Astrid de Ballon, ces chiffres ? Il y a tellement à dire là-dessus. C'est effectivement un énorme chantier. En fait, la difficulté, il y a de différents types d'entreprises, mais dans les grosses structures, il faut
faire tourner la structure et beaucoup, beaucoup de temps est passé à ça. Et finalement, il y a peu de flexibilité. Alors que dans les petites structures, effectivement, on peut être beaucoup plus disruptif, créatif, parce que, je dirais, c'est pas un paquebot à déplacer. Donc, c'est beaucoup plus facile. Et l'humain au milieu de tout ça, effectivement, les RH des grosses structures aujourd'hui ont des chantiers absolument monumentaux. On a essayé de mettre en place des espaces plus légers de travail, des baby-food, des cours de yoga, etc., des bars à jus. Mais on se rend compte que ça suffit pas parce que finalement, c'est pas à l'extérieur, le problème, c'est à l'intérieur de l'individu. Donc, comment faire en sorte que les salariés, les dirigeants fonctionnent de manière écologique en respectant leur propre écosystème dans un écosystème d'entreprise. C'est le gros challenge, il est là. Ouais, Richard, est-ce que vous êtes d'abord d'accord avec ce que j'ai dit, à savoir que nous nous trouvons dans une espèce de chantier où on ne sait plus trop où on est, comment on s'appelle, vers quoi l'on va. Enfin, j'espère pas que François-Marie ne sait pas où il va, mais c'est vrai qu'on veut tout et son contraire, on veut à la fois l'autonomie, on veut donner de l'autonomie, mais on ne sait pas jusqu'à quel point. Tout ça est bien compliqué en ce moment. Moi, ce que je ressens, oui, effectivement, c'est très complexe, mais ce que je ressens d'abord, c'est que le bien-être, on va aller le chercher à l'extérieur. Et ça fera écho certainement à ce que nous dira Astrid. Je pense que le bien-être en entreprise, il faut l'apporter. Les gens attendent que l'entreprise vous aide à devenir ce que vous êtes, alors qu'en fait, c'est l'inverse. Un salarié, il vient apporter quelque chose à l'entreprise, et c'est en apportant, alors moi je suis peut-être un peu vieux jeu, mais de l'exigence et de la précision. Et ça, pour moi, ce sont deux éléments qu'on perd malheureusement. L'exigence vis-à-vis de soi, pas vis-à-vis des autres, vis-à-vis de soi, et la précision. Et je vois, moi, beaucoup d'à peu près, beaucoup de choses qui sont comme ça, laissées flottantes. Et je me dis que pour trouver du bien-être, il faut d'abord que le salarié sache ce qu'il vient faire dans l'entreprise avant de demander à l'entreprise de l'aider à devenir ce qu'il peut être. François Marinière, comment voyez-vous les choses? Là, vous êtes un peu notre témoin du jour, finalement. Dans toute votre, à travers toute votre expérience. Assisté ou pas? J'espère bien. Seul à bord. Mais tout va bien se passer. Effectivement, est-ce que vous vous retrouvez dans cette complexité actuelle, précisément côté soif d'autonomie, exigence, en même temps de la productivité, de la compétitivité? C'est pas simple, tout ça. C'est vrai que la période du Covid a cassé beaucoup de repères. Je pense qu'il faut distinguer l'autonomie d'organisation du travail et l'autonomie dans la réalisation de son travail en termes de, comme disait Richard, de mission à effectuer. Je pense que aujourd'hui, il y a une envie effectivement de plus grande autonomie dans la façon de s'organiser pour travailler. Donc, alors, ça part d'une envie personnelle, évidemment. Alors, comme les envies personnelles ne sont pas toutes les mêmes, la difficulté, c'est de les coordonner tous ensemble pour qu'à la fin du compte, on ait un tissu social qui reste quand même cohérent et qu'on n'ait pas une débandade parce que finalement, ça peut conduire à un espèce d'écartèlement des individus. Donc, il faut trouver les règles acceptables pour tous par rapport à ce besoin d'autonomie dans l'organisation. Et après, il y a un autre sujet par rapport à l'autonomie, c'est l'autonomie pour réaliser ses missions. Donc, quel est mon champ des décisions? Comment je peux m'accomplir, effectivement, qu'est-ce qu'on me demande, et du coup, après, derrière, comment j'effectue et je réalise ma tâche. Mais je pense que c'est deux choses différentes. Et on confond peut-être un peu les deux, et donc, du coup, ça crée On met tout dans le même sac. Voilà, et ça crée un peu de brouillard, parce que je pense que ce n'est pas les mêmes sujets. Donc, Et puis, ça peut rentrer en conflit. Et ce que je disais, c'est un exemple. C'est vrai que dans toutes les petites et grandes entreprises, là, pour le coup, Astrid de Ballon, on vous demande à la fois d'être créatif. Non, mais débrouillez-vous. Vous n'êtes plus des enfants. Aujourd'hui, c'est l'ère de la flexibilité. Et puis derrière, c'est vrai qu'il y a des exigences de plus en plus fortes. Donc, c'est compliqué aussi de vous répondre à ces espèces d'injonctions contradictoires. Alors, c'est compliqué quand on n'est pas au bon poste, à la bonne place, et qu'on ne sait pas pourquoi on fait ce qu'on fait. Mais quand vous aimez ce que vous faites, c'est pas si compliqué que ça. Et je pense qu'on a oublié qu'on avait tous une valeur ajoutée à apporter. Et dans l'entreprise, chaque individu a une valeur à ajouter. Sauf qu'une personne qui est mise à un poste ou qui a choisi d'être à un poste dans lequel elle ne s'épanouit pas, elle ne pourra pas être dans le dépassement de soi, être force de proposition, elle ne sera pas créative. Elle va s'éteindre, elle va en vouloir à son patron ou à ses subordonnés parce qu'elle est malheureuse. Mais à un moment donné, pose-toi la question. Qu'est-ce qui fait sens pour toi? Qu'est-ce que tu aimes? Et puis, qu'est-ce que tu as envie d'offrir au monde dans ce que tu fais aujourd'hui, quel que soit ton poste? Le sens du collectif, dit-on, a disparu, Richard Escoux. Alors, c'est aussi pour ça que Bonnette, peut-être même d'abord, on est lundi, compliqué. Pour cela que je vous ai invité dans cette émission, précisément, tout le monde dit que même de façon civile, enfin de façon civique,
on perd ce sens du collectif, il s'étiole d'année en année. Et ça joue, j'imagine, dans notre affaire d'autonomie, puisqu'on a parlé de... Effectivement, François Morinière, très justement, a évoqué cette espèce de dilemme entre faire plaisir à tout le monde, et chacun, évidemment, est différent. Donc, chacun a des besoins d'autonomie différents, de gestion du temps différent, de façon de fonctionner. C'est complexe, ça, aussi, de gérer le collectif versus l'individuel. Alors, je vais revenir sur ce que disait François. Oui, la Covid a changé beaucoup de choses. C'est-à-dire que avant, c'est comme dans une équipe. On s'apercevait que quand on était un peu en manque, on se reposait sur le collectif. Ça, c'est quand on a affaire à des équipes qui sont faibles. Les équipes fortes, c'est celles qui additionnent les individus forts sur d'eux, qui vont apporter ce supplément au collectif. Le collectif, ça ne peut pas être un supplétif. C'est une conséquence. Il faut d'abord que chaque individu qui compose ce collectif soit fort. Et en quittant l'entreprise à cause de la Covid, il y a des gens qui se sont révélés. C'est-à-dire qu'on pouvait travailler à distance, on pouvait travailler dans un espèce de quant à soi, on pouvait avoir, ce que vous disiez, Marie-Ange, cette autonomie finalement. Et moi, j'ai trouvé que la Covid avait eu un effet très fort, très puissant, parce qu'on regroupait maintenant des individus qui s'étaient aperçus qu'ils pouvaient être autonomes chez eux, dans un cadre plus ou moins agréable, mais en tout cas, qu'ils n'avaient pas besoin de se reposer sur le collectif. Et vous m'avez invité en tant que journaliste de sport en particulier, mais quand je discute avec des entraîneurs, des managers, avec des préparateurs mentaux, l'équipe n'est que la conséquence de l'addition des individus. Et il y a cette phrase magnifique, ça va vous parler, c'est un peu l'égrégore, on parlait d'état d'âme, c'est ce supplément d'âme d'une équipe. Une équipe est supérieure à l'addition des individus qui la composent. Vous avez 4 heures. Je suis en train de réfléchir. C'est énergétique, là aussi. On rentre dans la physique quantique, presque. Ça crée un champ morphique, un champ d'énergie. Et effectivement, ça décuple la puissance de tous. Ça crée un cerveau collectif, ça crée un champ... Et c'est ça, un champ d'énergie. Et chaque entreprise a son champ. Qu'est-ce qui manque alors aujourd'hui pour... vous voyez, peut-être que François Morinière est notre magicien, je ne sais pas. Pour recréer, apparemment, si ça se perd, c'est qu'il y a bien quelque chose qui a fait perdre ce sens du collectif, conséquence de force gagnante, en fait. Je ne sais pas, enfin, de mentaux. Je pense qu'il ne faut pas généraliser. Il y a quand même, heureusement, beaucoup d'organisations qui fonctionnent très bien. Dieu merci, quand même. Merci et tout le monde ne s'allonge pas tous les matins en se disant pourquoi j'y vais, qu'est-ce que je vais faire, ils vont ce soir que je rentre. Donc, heureusement, il y a quand même beaucoup de boîtes ou d'organisations où ça fonctionne. Le premier besoin, c'est d'avoir un projet, c'est d'avoir une mission, c'est de comprendre où on va. Donc, si vous voulez, nous, Richard et moi, on a beaucoup appris de la fréquentation du sport. Et des équipes qui sont souvent prises en exemple dans un sens ou dans l'autre. Mais c'est vrai qu'il faut avoir des objectifs clairs, une mission claire, et que si ça ne l'est pas, si c'est obscur, opaque, déjà les gens se grattent la tête en se disant à quoi je sers. Puis après, une fois que ça s'est défini, définir en dessous qui fait quoi, pourquoi, dans quel timing, pour quelle réalisation. Il faut de la clarté. S'il n'y a pas de clarté, on n'arrive pas à faire avancer les gens, si vous voulez. Et aujourd'hui, on est dans un monde où tout est connu, tout est visible, tout est compréhensible, tout est disséquable. Donc, s'il n'y a pas ce discours qui est en pleine clarté, les gens essaient de trouver par une autre façon pourquoi ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'on nous a caché, qu'est-ce qu'on nous a pas dit. Donc, je pense que la première des choses, c'est ça. Et il faut toujours passer du temps à le faire, parce qu'on croit que c'est évident quand on dirige une entreprise, parce qu'on l'a dans sa tête. Mais en fait, c'est loin d'être évident, et on n'a pas toujours l'art de la communication. Les chefs d'entreprise ne sont pas tous forcément des grands communicants. Et donc, il faut travailler pour les pédagogues. Et donc, il ne faut pas hésiter à répéter, répondre aux questions, parce que cette transmission d'objectifs, elle est essentielle. Sinon, on ne va pas y arriver. C'est vrai qu'on est complètement dans une autre sphère. Allez-y, Richard. Ah oui, non, parce que je trouve extraordinaire. Juste pour nos auditeurs, François Morinière a été le directeur général de l'équipe quand j'étais salarié. Je vais parler d'une dimension très forte du dirigeant d'entreprise. Il doit être une incarnation. François a été une incarnation de l'équipe. Il n'a pas été l'homme providentiel, ni le leader. Moi, quand j'entends parler de leader d'entreprise, etc., non, il a été l'incarnation. Qu'est-ce qu'il y a d'incarnation ? La racine étymologique, c'est la chair. Et donc, François, quand il a travaillé à l'équipe, moi, la première chose pour l'équipe, vous voyez, la première chose que j'ai vue chez lui, c'est sa dimension d'humanité. Et il était à la fois très à l'écoute, il avait une perception de ce que l'autre pouvait apporter,
Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir accéder au poste de responsable de la rubrique rugby, qui était mon rêve de petit journaliste quand je suis entré à l'équipe, grâce à François. Et François a vu ce potentiel-là. Et il m'a permis d'éclore. Moi, je me souviens, François, toc-toc à la porte du dirigeant que tu étais. Richard, tu viens prendre un café, on s'asseyait, on discutait. Je sentais que c'était un privilège. Vous voyez, j'en parle. Mais voilà. Parce que moi, j'avais... Richard me racontait des histoires de rugby. Moi, j'étais content de... Voilà, je lui posais des questions sur son reportage parce que j'avais envie de savoir comment c'était passé. C'était ma passion, vous comprenez. Donc, si on s'intéresse au métier de l'autre tout de suite, vous voyez, il n'y a plus besoin de faire... Vous faites ça avec toutes les personnes je peux faire ça avec... Non, alors c'est là que dans votre mot d'autonomie, il y a un autre mot qui est pour moi adjacent ou qui est connexe, qui est le mot de délégation. C'est-à-dire que... dans cette belle radio chrétienne, on partira de subsidiarité, puisque c'était un des piliers de la doctrine sociale de l'Église que Léon XIII avait écrit avec Rerum Novarum. Donc il y avait cette notion de subsidiarité. Pourquoi ? Parce que le pape dit la complexité du monde, des choses nouvelles, la complexité de ce monde nouveau auquel l'Église a à faire face ne peut être comprise que parce qu'on va donner dans des organisations du sens aux gens qui sont au plus près de la réalité d'en bas. C'est ça. Et donc il faut que alors, peut-être que l'Église n'a pas fait son chemin, encore que, parce qu'elle est peut-être considérée comme pyramidale, mais en attendant, le pape avait bien compris que ce qui se passait nécessitait une compréhension au plus près des choses. Donc, délégation. Donc, alors, c'est vrai que dans un métier comme le journalisme, quand vous êtes directeur d'un journal, c'est assez particulier, parce qu'en fait, vous êtes responsable juridique, donc vous allez en prison si les articles... d'accord, je rigole, mais c'est vous qui êtes condamné, mais vous n'écrivez pas tous les articles, vous ne les relisez pas, vous déléguez votre pouvoir à des journalistes. Donc, moi, j'ai appris à l'équipe une autre forme de management dans les médias, qui est un management de confiance. Ça veut dire, je ne peux pas... Vous voyez, l'autonomie, c'est la confiance. C'est de dire, je délègue mon pouvoir à des gens qui sont plus compétents que moi, infiniment plus compétents sur certains sujets, parce que moi, je ne sais pas écrire... c'est pas mon métier, le journalisme. Donc, je suis prêt à donner ce pouvoir d'écriture à des gens parce que j'ai confiance en eux, selon des règles définies, une mission, un objectif, voilà. J'allais justement questionner à ce moment-là de l'émission précisément Astrid de Ballon sur cette fameuse question de la confiance. Jusqu'à maintenant, il me semble que c'est vraiment le mot qui n'a pas apparu dans l'émission, mais c'est un tort parce que peut-être peut-on parler, au lieu de dire de crise d'autonomie ou crise de fluidité dans les entreprises, crise de confiance, c'est peut-être le mot-clé justement à retrouver juste après, si vous le permettez. L'absence de vraie vie par Jean-Louis Murat. À tout de suite. L'absence de vraie vie qui nous aura mis dans cet état. C'est nos absences à l'heure qui nous auront menés ici. C'est l'absence de vie qui nous brise le karma. L'absence de vraie vie, l'absence de vraie vie. L'absence de vie qui détruit le bonheur, l'absence de vraie vie quand je gale comme un putois. C'est l'absence de vie qui nous aura mis dans l'erreur. L'absence de vraie vie qui nous brise le karma. L'absence de vraie vie, l'absence de vraie vie, Je veux partir d'ici, ça me brise le karma. Je veux
L'absence de vraie vie de Jean-Louis Murat sur Radio Notre-Dame et RCF. Alors nous nous interrogeons comment donner plus d'autonomie aux salariés. Vaste question que nous posons, que je me permets de poser à mes 3 invités du jour. Astrid de Ballon, qui est coach spécialisé dans le soutien aux dirigeants et entrepreneurs. Richard Escaut, journaliste sportif à l'Équipe, qui a écrit le dictionnaire des penseurs chez Honoré Champion et qui connaît bien et qui maîtrise bien et qui s'intéresse et est même passionné par cette gestion, cette question du collectif dans ce monde d'aujourd'hui où moi, seul, je compte. Voilà, on va dire ça en résumé. François Meunière était enfin avec nous, dirigeant d'entreprise que vous êtes, futur président du directoire Baya, vous qui avez dirigé l'équipe pendant 6 ans, je crois, c'est ça, je ne me trompe pas, mais pas seulement. Voilà, François Morinière, Richard Escaut, Astrid de Ballon, à vous de parler sur la confiance. Astrid, c'est vrai qu'on vient vous voir certainement, bien souvent pour des histoires de problèmes, que ce soit du côté, d'ailleurs, en amont ou en aval, hein, le dirigeant, le dirigé, enfin... La crise de confiance existe en France, on est bien d'accord. Une vraie crise de confiance, pourquoi, comment Alors, la confiance en soi, et je pense que la problématique dans les entreprises, c'est justement l'engagement des gens dans l'entreprise. La confiance en soi, ça vient du dépassement de soi. La première étape, pour commencer, en fait, pour avoir confiance en soi, il faut connaître le dépassement, la fierté, l'estime de soi et l'amour de soi. Quand on réunit toutes ces étapes-là, l'une après l'autre, on a confiance en soi. Quand vous... avoir connu des tuiles, quoi. C'est un peu ça que vous êtes en train de dire. En fait, vous passez votre permis de conduire. C'est un challenge, vous avez l'examinateur, vous vous dépassez. Derrière, vous êtes fier de vous. D'accord. Et quand vous êtes fier de vous, l'étape d'après, c'est quoi? Waouh, là, j'ai assuré de ouf. J'ai de l'estime pour moi. Je comprends mieux, c'est drôle, là, je comprends mieux. Et l'étape d'après, c'est l'amour de soi. Et en fait, pour qu'un salarié ou un dirigeant ait confiance en lui, il faut qu'il ait conscience qu'il s'est dépassé, qu'il peut être fier de lui. Et dans un travail où il n'y a jamais de dépassement, on n'est jamais challengé, on ne peut pas avoir confiance en soi. Je ne m'attendais pas du tout à cela. Richard Escaut, peut-être une réaction. Pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer soi-même. Alors ça, c'est vite dit, c'est dans la Bible, c'est partout. Mais oui, mais c'est ce que vous venez de nous dire. Alors, ce dépassement, cette fierté, cette estime, moi, je l'ai vécu quand la première fois que je rencontre François Morinière dans une soirée rugby. Il est assis à côté de moi, il se présente, et il va diriger l'équipe. Je me présente, mais il sait qui je suis. Il me dit « Ah mais oui, je sais qui vous êtes parce que mon épouse, tous les Noëls, m'offre un livre de vous. J'en ai quelques-uns sur mon chevet. » Et donc, mais à ce moment-là, je me dis « Ah, je suis en train de rencontrer quelqu'un qui va me permettre peut-être de me dépasser. » Et le message qu'il m'envoie, c'est « J'ai confiance en toi, je te lis, je t'apprécie, apporte-nous quelque chose, je compte sur toi. » Et à partir de ce moment-là, François, c'est vrai, nos liens... ont été très riches et on a essayé d'en faire profiter les autres. Bien sûr. Mais ça, j'ai l'impression que c'était un peu le modèle, pardon de casser un peu l'ambiance, mais c'était un peu le modèle à l'ancienne, c'est-à-dire où on était un peu plus détendu qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, le stress, le reporting, le feedback, le truc, il faut être pour répondre. En plus, il y a l'IA qui vient s'ajouter à tout cela. Tribune dans Le Monde il y a une semaine. L'IA versus l'autonomie des salariés qui rentre vraiment en jeu maintenant sur la scène, malheureusement, du monde du travail. François Morinière, est-ce que j'ai raison ou tort en disant que c'est un peu le monde à l'ancienne, pas gentillet, mais enfin, ça fait un peu rêver. Est-ce que vous racontez l'un et l'autre, je trouve même. Je suis peut-être très pessimiste, j'en sais rien. Bref. Non, c'était pas le monde. C'est pas le monde des bisounours. On peut pas dire ça parce que on a vécu des moments difficiles et donc voilà. Je pense que c'est plutôt ce que dit Richard, c'est plutôt le ciment qui fait qu'après on peut être capable d'affronter un certain nombre de difficultés. Voilà. Après. Je pense que ce à quoi vous faites allusion, c'est a-t-on le droit à l'erreur? Parce que si vous voulez, à partir du moment où vous déléguez, vous donnez de l'autonomie aux gens, si vous ne leur donnez pas le droit à l'erreur, là, donc effectivement, c'est tous les problèmes de je veux tout contrôler, je veux du reporting partout, parce que de toute façon, je veux 4 niveaux de décision, parce qu'avant de prendre une décision, Voilà, donc c'est vrai que ça étouffe, c'est assez antinomique de la délégation. Il y a une phrase que je déteste qui est la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est une phrase qui dit tout et son contraire. Alors, peut-être que... La confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà, donc c'est une façon de dire, de toute façon, voilà, c'est une espèce de donnant-donnant et je vais quand même te tenir les rênes courtes parce que finalement, j'ai une confiance limitée en toi. Bon, voilà, ça, c'est des phrases qui sont extrêmement... On n'a pas envie d'y aller, hein. Voilà. Donc, c'est des phrases négatives. Donc, la confiance à la délégation, c'est le principal risque que prend le chef d'entreprise. C'est pas de faire un investissement, c'est pas... C'est un risque. Ah bien sûr, c'est un risque. C'est le risque le plus important. C'est le risque le plus important que vous prenez parce que malgré
tous les critères que vous pouvez avoir de jugement, d'évaluation de la personne, ça reste une décision qui est très engageante. Et donc, à un moment donné, quand on donne sa confiance, c'est une décision managériale qui est lourde de conséquences. C'est pour moi la décision la plus importante. Donc, le choix des gens autour de vous, cette capacité à leur donner les clés, c'est la clé de voûte du management. Et plus vous dirigez une grande entreprise, plus c'est évidemment absolument indispensable, parce qu'il n'y a pas de corde de rappel. Si vous voulez, Jean-Dominique Sénard, quand il donne son pouvoir à Luca Di Meio, qui lui-même le donne à des dizaines de gens, c'est bien qu'à un moment donné, il n'a pas le choix. Donc, c'est clé pour lui, cette décision qu'il a mûrie, qu'il a préparée le mieux qu'il pouvait, et c'est ça qui l'engage. Reste après, c'est des décisions techniques. Donc après, il y a des gens très doués techniquement pour apporter des bonnes analyses, etc. etc. Voilà, c'est la décision la plus difficile. Et c'est la plus exaltante. Ouais. Astrid, ça vous parle, ça, Astrid de Ballon? Oui, ça me parle, j'écoute. Tu veux que je rebondisse? Non, pas du tout. Non, parce que vous avez l'air bien concentré. Oui, je trouve ça super intéressant. Oui, mais c'est... Et effectivement, c'est une sacrée responsabilité d'embaucher des salariés et de leur faire confiance. Mais il faut que la prise de conscience, elle vienne des deux côtés aussi. Et aujourd'hui, dans les embauches, la difficulté, je pense qu'on est vraiment à un tournant de notre société. Tu parlais de l'IA tout à l'heure, mais c'est... alors moi, je suis très positive par rapport à l'IA. Bien sûr qu'il y a des dangers, mais c'est quelque chose qui peut soulager certains espaces de travail et permettre justement de dégager cette part, finalement, cerveau gauche qui peut être déléguée pour se concentrer sur le cerveau droit, plus la créativité, où l'IA, là, pour le coup, il ne faut pas oublier que c'est une intelligence qui est externe et qui a été programmée par l'humain. Donc, elle est très limitée quand même. Pas dans le journalisme. Il ne va pas falloir l'utiliser dans le journalisme parce que justement la compétence du journaliste, c'est sa subjectivité, ça nous fait peur, c'est son individualité, c'est son ego, mais l'ego bien placé, c'est-à-dire l'ergo sum, enfin je suis, donc voilà, on m'envoie quelque part, je vais raconter l'histoire, si on m'a envoyé, c'est qu'on m'a fait confiance. Moi, il y a peut-être un présupposé à côté duquel, alors on n'est pas passé, mais sur lequel on pourrait revenir, c'est l'attachement à l'entreprise. Parce que donner de l'autonomie, on en avait parlé avec François à l'époque, donner de l'autonomie à un salarié, c'est très bien. Mais aujourd'hui, on voit bien que la flexibilité, elle est des deux côtés. Moi, je vois bien dans les entreprises, j'ai 3 filles qui ont entre 31 et 24 ans, elles ne sont pas attachées du tout au monde de l'entreprise. Elles vont passer tous les 6 mois, tous les ans, d'entreprise en entreprise. Leurs amis me disent exactement la même chose. Cet attachement à l'entreprise... La culture d'entreprise qu'on appelait... Oui, moi, l'autonomie, on la donne à quelqu'un dont on sait qu'il va rester là longtemps, qu'il est pas amoureux de l'entreprise, mais qu'il aime cette entreprise et qu'il y a un donnant-donnant, c'est-à-dire qu'elle lui permet de se réaliser et lui, il lui permet de la faire grandir et de lui apporter une plus-value intellectuelle. Donc, je pense que c'est hyper important, ça, cette dimension-là de l'attachement à l'entreprise. N'empêche que mes chiffres que j'ai mentionnés au départ attestent complètement ce que ressentent vos filles, si je peux me permettre, Richard Esco, vous voyez. 77% quand même, nous sommes 77% à préférer une entreprise avec de la flexibilité, même plutôt, alors, parce que j'ai l'impression que autrefois c'était pas du tout la même chose, dans des bureaux prestigieux ou d'avoir un salaire même plus important. Alors là, c'est incroyable, hein, ça c'est depuis le Covid, j'imagine. Je vous le confirme. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, François Morinière, ces chiffres, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais c'est vrai qu'ils disent quand même quelque chose de la réalité de la France. Il y a un lien qui s'est distendu avec, effectivement, avec ce que dit Richard, en disant, voilà, les générations nouvelles a plus de recul par rapport à son employeur, le cantonne à certaines places dans sa vie et pas plus. A décidé parce que d'autres préoccupations sont passées par-dessus, du type mon équilibre personnel, mon organisation personnelle, les enfants, mes loisirs. Voilà, donc un équilibre de vie qui est un peu différent. Donc, ça veut dire que c'est à l'entreprise de reprendre le chemin de la conviction pour donner envie aux gens d'adhérer, de se sentir bien. Est-ce que c'est inquiétant pour un chef d'entreprise que vous êtes? Est-ce que c'est inquiétant, ça? Non. Oui, cette espèce de volonté de toujours avoir une vie personnelle qui gratte du terrain chaque année chez nos jeunes, chez nos moins jeunes. Vous savez, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens ils fassent leur boulot comme il faut. Après, la façon dont ils le font, leur organisation, et s'ils ont d'autres préoccupations en dehors du travail, je trouve ça très bien. Et ça contribue à leur équilibre personnel. Après, ce qu'on attend, c'est à des moments donnés une forme aussi de flexibilité des deux côtés. C'est-à-dire, moi, quand je dirige, quand je parle avec des collaborateurs, ils ont besoin d'une souplesse, j'ai aucun problème. J'attends la même chose. C'est-à-dire qu'on peut avoir un coup de bourre.
On compte pas ses heures. Voilà, pas prendre l'exemple de la presse, mais c'est vrai, quand on est dans les médias, tout d'un coup, Michel Barnier est nommé. Oui, mais si vous voulez, les rédacs, elles sont sur le pont depuis 50 jours. Et les JO, c'est non-stop, machin. Donc après les JO, il faut savoir laisser respirer une rédac. Sinon, après, vous tuez les gens. C'est un métier d'urgence, de toute façon. Voilà, donc il faut qu'il y ait cette respiration réciproque. Et là, du coup, chacun essaie de retrouver à peu près son équilibre. Voilà, je pense qu'on ne peut plus être dans un truc très normatif, carcan. Alors évidemment, c'est plus facile quand c'est des métiers de col blanc, des métiers de réflexion. Quand vous êtes à l'usine, chacun ne peut pas dire aujourd'hui, moi ce matin, je pense que ma femme est malade, donc je ne vais pas venir. J'arrête le robot. Je ne viens pas au poste, c'est vrai. Donc il faut aussi, quand on dit ça, c'était aussi le problème du Covid. C'est-à-dire qu'on a aussi créé des fonctionnements à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il y avait des gens, moi j'ai vu beaucoup de chefs d'entreprise, notamment aux entretiens de Valpré, qui me disaient c'est très bien, mais moi j'ai des usines à faire tourner, je ne peux pas donner aux gens la flexibilité de nos sièges, que tout d'un coup ils me disent non, je veux 3 jours de télétravail, je veux partir tant de semaines à la suite. C'est pas possible. Donc ça a créé aussi une forme d'injustice, vous voyez, ou d'inéquité, pas d'injustice. Mais est-ce que nos jeunes, alors à moins que vous souhaitiez rebondir, Astrid, sur ce point précis. Elle va rebondir beaucoup, Astrid. Hein, elle va sortir du studio. De ballon. Le nom de famille qui va bien pour l'émission. Est-ce que ça fait fuir ce que vient d'évoquer, François Morignac, mais est-ce que c'est ça? On a vraiment un problème avec les jeunes en ce moment. Dans les recrutements, on le sait. Tous les rebuts, tout ce qui risque de leur prendre plus de temps dans l'entreprise. Moi, j'ai des neveux et nièces, j'en ai 20. Dans les 20, il y en a 10 qui attaquent le monde de l'entreprise en ce moment. Et je peux vous dire que j'en entends des vertes et des pas mûres. C'était 3 bœufs. Si j'avais une stagiaire qui aurait eu... de dire ah non, mais moi, j'ai 18h, j'ai piscine, hors de question que je travaille pour vous après. Vous voyez, c'est une mentalité. Alors, je ne suis pas contre ou pour ou contre, juste que ça me surprend. Moi, c'était jusqu'à minuit dans mes premiers jobs pour apprendre, en fait. C'était juste, tu fais on la paie et tu attaques, voilà. Et là, on est dans un autre monde, quoi. Et moi, je trouve que c'est beau en même temps de vouloir miser sur ça, que la vie personnelle compte, la vie familiale compte, c'est très bien. Mais ça pose une vraie question quand même, hein, pour exactement rebondir sur ce que vient d'évoquer François. C'est la quête de sens. C'est les jeunes. En fait, il y a 2 jeunesses aujourd'hui. Il y en a une qui est dans effectivement cet équilibre, mais finalement qui est presque déséquilibré parce que l'homme est fait pour travailler. Le travail, c'est bon pour la santé. Les slogans un peu qu'on véhicule comme ça. On l'a pas oublié, ça. Peut-être, parce que les réseaux sociaux, avec tous ces Instagrammeurs, tous ces influenceurs, alors je suis bien placée pour en parler, mais qui finalement montrent une vie rêvée, entre guillemets, qui n'est pas la vraie vie. Beaucoup de jeunes s'imaginent qu'ils vont pouvoir vivre comme ça, sans faire d'efforts et en travaillant peu et en voyageant beaucoup. Alors, il y en a qui sont vraiment faits pour ça. Mais il y en a, du coup, il y a toute une jeunesse qui est un petit peu dans l'utopie et finalement le moindre effort. Mais le moindre effort, c'est pas du tout épanouissant. Et petit à petit, on s'éteint quand on est dans cet espace-là. Et il y a une autre catégorie de jeunes, et moi j'en vois beaucoup, qui pour le coup se lancent dans le monde de l'entrepreneuriat et qui sont impressionnants d'inspiration. Eux, pour le coup, l'équilibre, ils ne le connaissent pas. Ils se défoncent dans leur projet, vraiment. Parce que ça les prend aux tripes. Ça vient des tripes. Donc, ça fait sens pour eux. En fait, partir en vacances tous les 2 mois, ça ne fait pas sens pour eux. Ils n'en ont pas, à la limite, ils n'ont presque pas besoin de vacances, tellement ils sont passionnés par ce qu'ils font. Il y a une espèce de monde à 2 vitesses. On va rebondir. Oui, on va rebondir. Non, très intéressant, parce que cette réflexion-là, effectivement, on a tous auprès de nous des jeunes salariés avec lesquels on discute. L'étymologie du mot travail, c'est torture. Il ne faut jamais oublier que c'est pas... C'est ça. C'est pas la réalisation. La réalisation, c'est sur la qualité du contenu, la qualité de la structure. On parlait de la... C'est l'œuvre. Voilà. Et c'est l'homme. Et il y a beaucoup de jeunes qui considèrent le travail aujourd'hui comme pas du tout partie intégrante de leur vie. Ils le considèrent comme un labeur et ils subissent. Absolument. Et on voit bien la différence entre ceux qui subissent et ceux qui sont passionnés. Et c'est une chance d'être passionné. Moi, par exemple, une fille qui est au Costa Rica, elle ne gagne pas très bien sa vie, mais elle est heureuse parce qu'elle a une ONG, elle s'occupe de la protection de l'environnement et la protection de la faune, la flore, et c'est son bonheur. Et toutes ses copines ont des métiers dits classiques, et quand elle revient en France et qu'elle leur parle, mais c'est 2 mondes totalement différents. Comment tu fais pour vivre avec 1 000 €, disent-ils à ma fille, et elle a dit, mais comment tu fais pour vivre dans le cadre dans lequel tu vis et à t'emmerder. Alors,
Et pour rebondir sur l'idée d'aujourd'hui des jeunes salariés, il y a 2 choses, moi, qui me marquent. On peut les dire juste après. Leur envie de confort et leur envie de reconnaissance immédiate. Alors, attention, je rebondis là-dessus à la sortie. Qu'est-ce qu'on rebondit dans cette émission? Et bam, bim, boum, après Alcaline de Laura Lefebvre. À tout de suite. Le silence tombe, il pleut des larmes de fond en comble. Je fouille le calme, je n'ai rien trouvé, j'ai tout perdu. T'as bien joué, tu m'as vaincu. Ma couleur d'éteint, mon armure meurt. Je suis alcaline sans couleur. Alcaline, à Laura Lefebvre sur Radio Notre-Dame et RCF. Comment donner plus d'autonomie aux salariés en cette rentrée? Voilà, si vous venez d'intégrer une nouvelle entreprise, vous êtes manager, nouveau chef d'entreprise, ça peut vous servir, mais également côté salarié. Astrid Deballon est avec nous, coach spécialisé dans le soutien aux dirigeants et entrepreneurs. Richard Escaut, journaliste sportif à l'équipe, qui a écrit récemment Côté ouvert, les chroniques d'un sacre reporté aux éditions Passiflore. Honoré champion, ça c'est pour le dictionnaire des penseurs qui date d'il y a quelques années, mais qui n'a pas pris une ride, n'est-ce pas? Chez Richard Escaut, François Morinière, qui s'apprête à diriger le directoire Bayard, lui qui connaît bien le marché des médias qu'il a dirigé. Notamment, il a dirigé le groupe L'équipe quand Richard Escaut y œuvrait il y a quelques années. D'ailleurs, c'était quand? François, c'est 2008. Vous êtes rencontrés quand, en fait, tous les deux? 2008-2014, quand j'ai été nommé. 2008-2014. Ça a été hier, quoi. Oui. Voilà. Bref, pas une ride, mouton, là non plus. Le confort. Revenons à notre confort, Richard Escaut. Le confort attendu par nos jeunes recrues.
Oui, je vais faire court. C'est vrai que le sentiment aujourd'hui, puisque moi je côtoie plein de pigistes, plein de stagiaires, plein de jeunes journalistes, on sent qu'il y a une envie de reconnaissance immédiate. Avant même qu'ils fournissent un travail, ils demandent à ce qu'on les protège, à ce qu'on les cocoone, à ce qu'on les respecte. Mais ça, c'est plutôt dans leur carrière qu'ils vont pouvoir tracer ça. Et puis la notion de confort. Ah non, là je viens pas, j'ai piscine, là j'ai un anniversaire, là je peux pas. Ah non, je veux pas travailler le dimanche. Bon, François le sait, si on veut pas travailler le week-end, on est mal barré, surtout dans le sport. On va faire ce métier-là, ça c'est sûr. C'est pas le bon choix. Ce confort et cette reconnaissance, pour moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce sont des freins. Parce que c'est quelque chose qu'on vous reconnaît, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez demander dans une entreprise. Ouais. François Moignard, c'est compliqué, diriger une entreprise aujourd'hui. Oui, alors, je voudrais un petit peu porter un éclairage un petit peu différent, parce qu'on parle de ceux qu'on côtoie, qui sont souvent des jeunes assez privilégiés, finalement, qui ont fait des études. Voilà. Moi, derniers entretiens de Valpré, la question qui était sur la table, c'est la question du sens du travail. Et donc, on avait fait venir des responsables. On connaît bien une association que vous connaissez aussi, qui s'appelle Sport dans la ville. Sport dans la ville, c'est des dizaines de milliers de jeunes dans les quartiers difficiles à qui on propose de pratiquer le sport de manière régulière. Ouais. Puis ils ont créé Job dans la ville, puis Entrepreneurs dans la ville. Et Job dans la ville, c'est donc aider ces jeunes, une partie d'entre eux, à trouver du boulot. Et là, on voit l'opposition complète par rapport à ce qu'on vit nous. C'est-à-dire que le travail, c'est la bouée de salut. Ouais. C'est la seule option possible pour sortir de la difficulté, du marasme, de la violence, de la pauvreté. Et donc, ils ont en face d'eux des jeunes avec des motivations incroyables qui font tout ce qu'ils peuvent pour pouvoir décrocher un job, et certains d'entre eux créent une boîte. Et quand on regarde les statistiques de réussite, à partir du sport, c'est entre 85 et 90% de jeunes qui tiennent leur boulot, d'entrepreneurs, jeunes des quartiers qui ont créé leur boîte. 3 ans après, 90% sont toujours en vie. Et on revient à notre dépassement de soi, c'est intéressant. Voilà. Donc, vous voyez, c'est... oui, il est un peu privilégié. Je pense que nous, effectivement, ils ont le choix, etc. J'ajoute un deuxième point. Vous avez raison de le préciser, François Moignard. Vous avez raison de le préciser. Et puis le deuxième point, c'est qu'on sort d'une période quand même d'euphorie économique, dans laquelle il y avait beaucoup de pénurie d'emplois de cadres, donc des jeunes qui étaient très courtisés dans beaucoup de fonctions. Je pense que le temps change. Et je pense que cette notion de « je veux être le plus confortable, je veux ci, je veux ça, etc. », quand on est confronté à des difficultés pour trouver du boulot, je pense qu'on ajuste un peu sa jauge en termes d'attente. Voilà, ça a été... on a vu des pénuries et des pénuries après le Covid. On cherchait des entreprises qui étaient confrontées vraiment à des difficultés de recrutement. Je pense que les temps changent. Les difficultés économiques vont croissantes et que donc, quand on est dans des moments plus complexes, je pense qu'on n'a pas tout à fait la même attitude face à un employeur. C'est pas pour ça que ce que dit Richard est faux. C'est-à-dire que quand Richard dit les gens ont besoin de sens, ça c'est sûr qu'aujourd'hui c'est incontournable et on n'y échappera pas. Voilà. Le confort, etc. Je pense que chacun doit faire un petit peu le ménage dans sa porte parce qu'il y a des difficultés, chacun doit donner un coup de main. On se contente peut-être d'un petit peu moins que nos anciens, c'est-à-dire on préfère être un peu plus juste. C'était pas notre mentalité, c'était pas notre façon de penser. On a été élevé différemment, on pensait pas à ça. Ah oui, tout à fait. On était dans le boulot avant toute chose. C'était autre chose. Pour moi, il y a eu un pivot. J'ai souvent vu ça, moi, ce pivot, ça a été Jean-Marie Messier. C'est-à-dire, non, mais l'histoire de SFR, etc., ça a été une énorme motivation des salariés qui étaient tous devenus actionnaires, etc. Et puis, la boîte, c'est quasiment tombée en faillite. Et là, je pense qu'il y a une désillusion d'une entreprise qui employait des dizaines de milliers de personnes. Ce n'est pas un procès que je fais à Jean-Marie Messier, mais cette entreprise qui, tout d'un coup, a basculé dans une quasi-faillite, je pense moi, je me souviens d'un certain nombre de mes amis d'école, ils disaient, mais quand même, on s'est fait complètement avoir. On a mis des économies là-dedans. Finalement, trahison, quoi. Ouais, c'est une espèce de cynisme absolu du capitalisme. Voilà. Alors, encore une fois, le capitalisme, c'est très imparfait. Et vous voyez, il y a aussi des choses comme ça qui se sont passées, et on pourrait en citer plein d'autres, et qui fait que ça fait réfléchir. On se dit, mais à quoi bon ? Est-ce que je vais vraiment mettre toute mon énergie, y compris à l'époque mes économies, dans des plans d'action, parce que j'y ai beaucoup perdu, ou je vais beaucoup y perdre. Alors ça dépend. Voilà, c'est plus univoque. C'est vrai, quand on interroge des jeunes, là, je m'adresse à vous, Astrid de Ballon, parce que vous avez, je crois, un diagnostic à poser peut-être, avec beaucoup évidemment de points d'interrogation sur l'origine de cette espèce de nouvelle mentalité jeune. Mais quand on interroge, on l'a vu, à différents JT depuis quelques années, des jeunes, même 15, 18 ans, c'est plus du tout « moi je veux faire ci, je veux faire ça », c'est « j'espère que j'aurai un travail », c'est très incertain. Enfin, alors, c'est un peu le cliché.
N'empêche que voilà, il y a quelque chose qui est un peu anxiogène aussi dans notre société, dans le monde professionnel, que se représentent nos jeunes qui sortent même du lycée, quoi. En Pas fait, tous, mais... ils voient la situation économique, ils la ressentent, ils font partie du monde économique aussi, hein. Et les jeunes ont vécu le Covid. Ça n'a pas été innocent, hein, pour les jeunes, notamment entre la 4e et la terminale. Là, c'est toute cette tranche d'âge, mais même les plus jeunes. Cette d'âge-là, il y a eu un switch de mentalité. Vous en parliez tout à l'heure, mais chez les jeunes, on le voit aujourd'hui. Moi, le nombre de jeunes de lycée qui ont décroché suite au Covid, il y en a plein. Est-ce que ça va être des jeunes qui vont être paumés? Non, pas forcément. Il y a des jeunes qui font du sport, ils sont passionnés par le sport, et le sport, ça donne un mindset de dépassement de soi, justement, de confiance, d'estime, et du coup, le sens de l'effort pour le groupe, quand c'est un sport de groupe, qui est très sain, en fait. Et je sais que beaucoup de jeunes qui ont ce mindset de sportif s'en sortiront dans la vie, quoi qu'ils fassent, même s'ils n'ont pas fait d'études. Donc peut-être que aussi ouvrir l'espoir à ces jeunes, qu'il y a d'autres voies que les schémas classiques. Mais ça demande sans doute à les identifier. C'est-à-dire qu'un salarié, je pense qu'il a besoin d'être identifié. C'est-à-dire, montre-moi ce que tu fais, ça prend un peu de temps, hein, mais montre-moi ce que tu fais quand il arrive dans une entreprise, montre-moi ce que tu fais. En fait, dis-moi qui tu es, qu'est-ce que tu peux apporter, qu'est-ce que tu peux faire, et je te donnerai de l'autonomie en fonction de ce que tu es capable de faire. On parle du sport d'équipe. Moi, j'étais responsable, grâce à François, de la rubrique rugby. J'avais 2 types de journalistes avec moi. J'avais le parfait coéquipier, des suiveurs, ceux à qui on disait, voilà la tâche d'aujourd'hui, voilà ce que je te demande, voilà ce que tu peux faire. Et ils le faisaient très bien, comme dans une équipe. Et il y avait les facteurs X, les dénicheurs, ceux qui apportaient le supplément, le scoop, l'info, le truc. Mais c'était un équilibre des deux. Et je ne pouvais pas donner de l'autonomie que je donnais aux facteurs X à ceux dont j'avais besoin autour de moi toute la journée pour des tâches peut-être moins exaltantes, mais qui étaient tout aussi importantes. C'est-à-dire que le salarié, je pense qu'on ne peut pas le définir de façon globale. Je pense que c'est d'abord un individu qu'il faut identifier. Et c'est pour ça que des dirigeants d'entreprise comme François, à l'équipe, ont été très importants parce qu'il avait cette capacité à identifier son interlocuteur et à lui permettre d'exprimer son potentiel. Et c'est ça qu'on attend d'un dirigeant d'entreprise. En gros, il faut revenir à l'humain, François. Finalement, on revient à l'humain. Le management différencié, moi j'avais un patron qui m'avait appris ça. Différencié. Je le voyais, effectivement, il ne me parlait pas à moi comme il me parlait à d'autres. Il n'avait pas... Non, mais j'étais pas présent. Mais je sentais bien qu'il avait une façon de personnaliser les demandes qu'il avait, la façon de créer une relation avec chacun qui était très différente. Voilà. Et moi, il m'a beaucoup inspiré parce que c'était quelqu'un qui, a priori, comme ça, ne dépassait pas beaucoup. Et en fait, il est très fin dans l'analyse des personnes. Et voilà, on ne peut pas parler. Alors, c'est vrai que oui, c'est très bien le comité de direction, machin bidule, mais à un moment donné, on est obligé d'avoir une façon de parler qui est différente. Revenir à... Voilà, ce que dit Richard, c'est chacun est très différent, chaque membre de l'équipe est différent, on n'a pas les mêmes exigences, on a un niveau d'exigence, mais on n'a pas les mêmes exigences, c'est pas la même chose. Et donc, il faut faire de la dentelle, c'est ça la haute couture. Voilà, c'est ça. L'élève a dépassé le maître, hein, puisque tu pourras dire donc à ton maître que tu l'as dépassé, parce que tu es ce manager-là. Je le vois toujours et je lui dis merci. Il n'a pas dit non, j'adore, il a compris. Non, mais je le vois toujours, c'est un de mes mentors, parce que il m'avait... ça, c'était un truc nouveau que j'ai découvert. On ne dit pas non, on devinera peut-être un jour qui s'agit. Non, on ne veut pas dîner, mais... Très bien. Voilà, mais ça, c'est possible quand le dirigeant sait comment lui fonctionne. Et quand il se connaît, il est en capacité d'identifier la différence chez l'autre et d'avoir cette subtilité. J'aime bien j'utilise des outils pour mettre des mots sur la personne, sur comment elle fonctionne au niveau intellectuel, émotionnel, gestion du stress, identité, relation aux autres. Et en fait, on se rend compte que il n'y a pas deux individus qui ont le même mode d'emploi. Et un dirigeant qui est en capacité justement d'avoir cette finesse et cette subtilité-là, il est en capacité de savoir où sera heureux, quelle personne, de quelle note elle est, et là où elle va sonner le plus juste. Après, c'est difficile parce que c'est la limite aussi, c'est d'aller parfois contre son fonctionnement naturel. C'est-à-dire moi, par exemple, je ne suis pas un contrôleur dans l'âme. Donc, je suis quelqu'un qui aime déléguer, faire confiance. Donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont besoin d'avoir plus de contrôle. Comment vous faites dans ce cas-là ? Je me force.
Voilà, parce que c'est pas mon, bah non, mais c'est pas ma tendance naturelle, donc j'essaye de. Là, on est au cœur de notre sujet, hein, c'est intéressant parce que non, c'est mais voilà, parce qu'après, aussi, je suis pas non plus complètement caméléon, donc je peux pas être sur le dos de quelqu'un, lui demander tous les matins, t'as fait ci, t'as fait ça, etc. Je travaille pas comme ça. Mais il y a des gens qui ont besoin de ça, au moins un moment, qui ont besoin, voilà, ok, on peut faire un point. Est-ce qu'on peut refaire un point, voilà. Ouais. Donc, bah oui, d'accord, on le fait. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'humain? Il y en a d'autres. Astrid, allez-y. Voilà. On est au cœur du sujet. Moi, je pense qu'on rentre vraiment dans l'ère du développement de l'intelligence relationnelle. Et l'intelligence relationnelle passe par la sensibilité. Et beaucoup de dirigeants formés dans les grandes écoles ont un cerveau gauche extrêmement développé, mais le cerveau droit, la sensibilité, l'intuition, bof, quoi. Ouais. Et en fait, quand on associe... Cerveau gauche, c'est l'application, hein, en 2 mots. Comment? C'est tout ce qui est les actes, c'est les actions, cerveau gauche, c'est ce qui est rationnel. Ouais. Et donc, en fait, quand on associe vraiment les deux, on peut rentrer dans cette subtilité de je ressens l'autre, je sais ce qui est juste pour lui. Ouais, tout simplement. Richard Esco, le mot de la fin. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Avec ça, on va aller loin. Frontispice de Delphes, voilà. Richard Esco, président de cette radio, peut-être un jour, je ne sais pas. On n'a fait que rebondir, mais je rebondis sur ce que vous disiez, Astrid, c'est ça, d'abord se connaître soi-même, donc je pense qu'on a parlé que de ça. Ça semble être une bonne clé pour comprendre un peu ces salariés. Ce qui nous entoure. Voilà, dites-nous en tout cas ce que vous avez pensé de cette émission, les entrepreneurs qui nous écoutaient aujourd'hui. Astrid de Ballon, merci à vous, coach spécialisé dans le soutien aux dirigeants. Je rappelle votre formation en fitness neuro-émotionnel à découvrir fin septembre, merci à vous, et votre compte Instagram, Richard Esco, merci à vous Richard, et votre livre Le Dictionnaire des penseurs chez Neuro Champion, et puis également Le Côté Ouvert 2016-2013 chez Passiflore. Également merci à François Morinière. Bonne chance pour le directoire Bayard pour cette prochaine mission, mais je n'ai aucune inquiétude après tout ce que vous nous avez raconté. Voilà. C'est de la théorie, mais après la pratique, ma chère Marie. Merci messieurs, merci madame, et merci à nos auditeurs, merci à Cédric Kova pour la réalisation de l'émission, ainsi qu'à Jessica Bianini pour l'avoir aussi bien préparée. Merci à tous.